Dans l'actualité ce soir, dans quelques mois, le visage de la ville de Tenkodogo devrait changer avec la réalisation des infrastructures du 11 décembre prochain. Le lancement des travaux est intervenu ce vendredi. Une trentaine d'infrastructures sont prévues pour être réalisées, parmi lesquelles une salle polyvalente, un stade régional, la réhabilitation du lycée Rialé, mais aussi la RTB2 Centre-Est et du bitumage de voies dans la ville, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants, le groupe d'appui en santé, communication et développement conduit un projet dans la commune de Arbolé qui fait des résultats. La secrétaire d'État français auprès du Premier ministre chargé de l'égalité contre les femmes, entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est allé voir ce samedi ce qui force l'admiration en matière d'accélération de l'abandon du mariage des enfants et de l'excision dans notre pays. Quelles sont les activités menées et comment sont-elles conduites? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, un chemin de croix un peu spécial, hier vendredi saint à Paris, une procession organisée autour de Notre-Dame derrière la cathédrale, fermée depuis l'incendie du 15 avril, mais qui a vu également la participation de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Lancé hier à Tenkodogo, dans le centre-est, les travaux de construction des infrastructures du 11 décembre vont durer jusqu'au 11 décembre prochain dans la région. Une trentaine d'infrastructures sont prévues pour être réalisées, parmi lesquelles le stade régional de Tenkodogo, la salle polyvalente, la réhabilitation du lycée Rialé et de la RTBD, mais aussi du bitumage de voies dans la ville de Tenkodogo. C'est le ministre d'État Siméon Sawadgo de l'administration territoriale qui a procédé au lancement officiel de ces travaux qui doivent être livrés, comme je l'ai dit, d'ici à décembre prochain. Amadou Ardo Diko. Cette trentaine d'infrastructures socio-économiques, éducatives, sportives et de communication seront réalisées grâce au financement de l'État et de ses partenaires à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Mais la fête du 11 décembre à Tenkodogo intègre des innovations et le ministre d'État Sawadogo rassure sur le temps d'exécution des travaux lorsqu'on sait qu'on est à 8 mois de la célébration officielle de cette fête nationale. Ce que nous avons ici à Tenkodogo, c'est d'abord cette volonté commune des fils et filles de la région qui se sont appropriés le 11 décembre et qui eux-mêmes font des réalisations qui vont rentrer en complément des investissements de l'État et de ses partenaires. Si bien que généralement, on se retrouve entre 25 et 26 milliards d'investissements dans les autres régions. Mais ici, on est dans les 30 milliards et on est sûr même qu'on va dépasser. C'est beaucoup de réalisations qui vont être faites dans la province du Kouritenga, dans la province du Kourpelgo et dans la province du Boulgoé et particulièrement dans la ville de Tenkodogo. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour le temps. Comme d'habitude, nous commençons maintenant et c'est un grand travail qui va se passer. Dans tous les cas de figure, les ressortissants de la région du centre-est se réjouissent déjà de l'embellie à venir. C'est un développement que ça va apporter à la population de Tenkodogo et celle de la région du centre-est. Parce que vous savez qu'il y aura beaucoup d'infrastructures qui seront construites, et à commencer par la salle polyvalente, le terrain omnisport et les cités forces vives. Et au niveau de Tenkodogo, ça va augmenter l'économie. Et cela va apporter aussi la main d'œuvre au sein de la jeunesse de Tenkodogo. Nous avons vu qu'il y aura au moins 30 milliards de francs CFA que le gouvernement va mobiliser. C'est important. Les travaux seront réalisés dans les 3 provinces qui composent donc la région du centre-est. Et du coup, nous pensons que c'est une opportunité pour quand même cette région, qui est une région qui compte en termes de potentiel socio-économique pour l'ensemble du Burkina Faso. Les représentants des institutions partenaires telles la LONABE, la CNSS, l'ONIA et la SONABEL étaient présents à Tenkodogo pour réaffirmer leur engagement pour la réussite de cette fête nationale. Une célébration de la fête nationale dans le centre-est qui va connaître la réouverture de la RTB2 centre-est. Les travaux vont coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Amadou Ardo Diko. RTB2 voit le jour à Tenkodogo. Ça veut dire qu'on aura assez d'émissions pour éduquer surtout nos jeunes et puis éduquer la population. La construction de la RTB, c'est une bonne chose puisque
Ça va nous permettre d'être toujours aux aguets de l'actualité, d'être toujours informés à temps. Ce micro-trottoir laisse percevoir la forte demande de l'implantation de la chaîne nationale à Tenkodogo. À côté de ce souhait, l'acquisition du financement est l'autre paire de manches. Actuellement, le dossier se trouve au niveau du secrétariat permanent le 11 décembre. Et nous pensons peut-être que si tout va bien, si ce que nous avons prévu s'avère réalisable, nous allons pouvoir construire réellement le bâtiment plus son équipement. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un dossier assez technique qui requiert la collaboration, le partenariat avec un certain nombre d'acteurs, avec un certain nombre de structures. Et je crois que la question est prise au sérieux, au plus haut niveau. Le directeur général de la RTB situe la pertinence du projet qui consiste à rapprocher plus la chaîne nationale des populations. Nous espérons avoir surtout les moyens le plus rapidement possible parce que vous savez qu'en télévision, après avoir réalisé les infrastructures, il faut produire. Donc nous devons commencer à tourner des documentaires, à tourner des émissions pour qu'au lancement, on puisse proposer une grille des programmes alléchantes pour les populations de la région. La radio et la télévision ont toujours été de puissants médias pour impulser le développement. Et le contexte sécuritaire actuel est tel qu'il faut communiquer permanemment avec les populations, il faut communiquer dans leur langue locale et c'est ça l'objectif des RTB2. Situé au secteur 1 de la ville de Tenkodogo, le bâtiment est déjà au niveau des pentes, soit à 70% de réalisation. Ce bâtiment au finish devrait être un centre complet de production audiovisuelle. Il sera équipé d'une salle de rédaction, des studios et des régies télé-radio et des bureaux pour les agents. L'élégance institutionnelle voudrait bien qu'on finance la RTB2 Centre-Est pour qu'elle remplisse sa mission de service public qui consiste à informer, éduquer et sensibiliser 1 400 000 citoyens burkinabés de la région du Centre-Est. L'élégance institutionnelle, bien sûr. Amadou Ardo Diko, si les travaux commencent dans le centre-est pour la célébration du 11 décembre, d'autres sont achevés dans la région du centre. Le parti au pouvoir, le MPP, vient d'inaugurer son nouveau siège à Ouagadougou, un bâtiment R+1. C'est un ouvrage qui comporte des bureaux dans le quartier Gounguen de la capitale burkinabé. C'est pour avoir plus d'espace et de commodité de travail que les responsables du parti au pouvoir avouent avoir consenti l'effort de se doter de ce nouveau siège. Une des salles est d'ailleurs baptisée Dr Salifou Diallo. Maxime Zongo. À Petit Paris, côté est du quartier Gounguen, la réalisation de ce nouveau siège, selon les premiers responsables du MPP, entre dans le cadre du processus de renforcement des capacités organisationnelles du parti. Là où nous étions, là où nous sommes nés, était devenu très exigu, très pétroit, de telle sorte que nous n'arrivions pas à nous organiser correctement. Il n'y avait que 3 bureaux. 3 bureaux pour un parti au pouvoir, c'est vraiment rien. Avec ce nouveau siège, c'est donc plus d'espace et plus d'opportunités pour répondre aux ambitions du parti. Nous avons décidé, parce qu'on a pris de l'embonpoint, de nous tailler une robe à notre taille. Chercher un bâtiment qui peut offrir plus de convivialité avec beaucoup de bureaux, avec le Wi-Fi partout, les salles de réunion pour permettre aux camarades d'organiser avec beaucoup de bonheur le travail qu'ils ont à faire. Ce nouveau siège R+1 est composé d'une dizaine de bureaux et en hommage à l'un des pères fondateurs du parti, Salif Diallo, une salle lui est dédiée. À l'extérieur, c'est une cour aménagée avec de nombreuses commodités.
Après avoir échangé hier avec le président du FASOROC, Marc Christian Kaboré, sur les questions de protection des femmes face aux mutilations génitales féminines et au mariage forcé, la secrétaire d'État français chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, s'est rendue ce samedi à l'intérieur du pays pour s'imprégner de certaines réalités en la matière. Elle était donc à Tibou, dans la commune rurale de Arbolé, pour discuter avec les porteurs d'un projet sur l'abandon de l'excision et du mariage d'enfants dans les villages de la région du Nord. Le point de la visite avec Aimé Solange Guigma. Tibou, dans le Passoré, la secrétaire d'État française chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a échangé avec les bénéficiaires du programme d'accélération de l'abandon du mariage d'enfants et de l'excision. Financé par l'UNICEF, ce programme vise à sensibiliser les communautés sur les conséquences négatives des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines et à soutenir les jeunes filles vulnérables pour leur maintien à l'école. Nous avons une stratégie d'intervention qui consiste quand même à faire la sensibilisation tous azimuts au niveau des hommes, au niveau des femmes. Pour les jeunes, on les regroupe en plus de 30 jeunes filles, 30 filles en deux cohortes, donc 60 filles, 64 filles par village. Quand on ne nous a pas expliqué les conséquences de ces actes, on ne peut pas les connaître. Et le chef l'a très bien dit lui-même, il a dit que c'était une pratique liée à l'ignorance et qu'à partir du moment où on comprend les mécanismes et les conséquences, eh bien, on s'engage pour arrêter les excisions, arrêter les mutilations génitales et arrêter de donner les petites filles et les jeunes filles en mariage. Donc je crois que c'est un travail très intelligent qui a été mené et ce qui a été fait dans ce village est un exemple pour ce qui peut être fait dans d'autres villages au Burkina Faso, mais en Afrique et partout dans le monde. Après une année de mise en œuvre dans ce village, des résultats sont au rendez-vous. Il y a mes parents qui sont à la maison, qui pratiquaient ça, mais à cause de la sensibilisation, même s'ils n'ont pas écouté, moi je peux aller les sensibiliser et puis ils vont comprendre. La sensibilisation aussi m'a permis de faire confiance en moi-même. La sensibilisation dont nous avons bénéficié dans le cadre du projet nous a éclairé sur les conséquences de ces pratiques et nous avons pris l'engagement de travailler à mettre fin à ces pratiques pour le bien-être de nos jeunes filles. C'est un programme qui a été couronné par une déclaration publique d'abandon de l'excision. Il a touché plus de 250 villages. Et puis en marge de sa visite en Chine, dans le cadre de la première session de la commission mixte de coopération économique sino-burkinabé, le ministre en charge des affaires étrangères s'est rendu sur le site du géant technologique Huawei en charge de l'exécution du projet Smart Burkina. Le point de la visite avec Draman Dadjan. Tapis rouge au chef de la diplomatie burkinabé. Alpha Bari à la découverte des merveilles de Huawei ici à Saint-Jean. Spécialiste du numérique, de l'intelligence artificielle, ce géant de la technologie chinoise est chargé de la concrétisation du projet Smart Burkina. Projet phare retenu à l'occasion de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Huawei, c'est le numéro 1 mondial, donc il n'y a pas de débat à ce niveau sur ses capacités à être performante et également à être une société de pointe pour nous aider au niveau de certaines applications ou de certaines fonctionnalités comme la sécurité. Donc ça c'est connu et Huawei a développé le concept de Safe City. Safe City qui est un concept permettant donc d'installer des caméras un peu partout dans une ville et de faire en sorte d'avoir toutes les informations en temps réel. Sécurité oblige. Ce partenariat avec Huawei permettra d'installer progressivement des caméras de surveillance dans les centres urbains, mais aussi dans les principaux axes routiers du Burkina. Huawei assure déjà l'exécution de la première phase du projet Backbone, la fibre optique haut de gamme pour une meilleure connectivité, car le Burkina veut faire de la technologie le moteur de son développement.
Le monde au bout du clic. Et puis la 21e journée nationale du paysan a lieu cette année à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina, et ce, du 25 au 27 avril prochain. Environ 1 millier de producteurs burkinabés est attendu pour cette rencontre qui va se tenir autour du défi de la sécurité alimentaire dans un contexte de sécurité et quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques, mais aussi fauniques. Explication, Ernest Cambiré. C'est une conférence de presse voulue par le Comité national d'organisation de la 21e édition de la Journée nationale du paysan pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs à jour J-6. Et pour donner le maximum d'informations sur les préparatifs de cette manifestation dédiée au monde paysan, 4 ministres en charge des questions du développement rural. Concernant l'état d'avancement des travaux, les aménagements sont en cours au lycée Bafoudier de Gawa pour l'installation des tribunes, des chapiteaux et des stands d'exposition devant abriter la cérémonie officielle et l'entretien direct avec le chef de l'État et la foire agro-silvo-pastorale. Les mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour un meilleur déroulement de l'événement. Au plan de la mobilisation, les acteurs sont à pied d'œuvre pour la participation de 80 producteurs par région, soit 1040 producteurs au total. Cette année, autour du chef de l'État, les acteurs vont échanger sur la problématique de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité afin de proposer des solutions pour le développement du secteur. Gawa 2019 verra les innovations envisagées se concrétiser. Le format, le caractère biennal et la nécessité de procéder à des réalisations d'infrastructures de stockage, de transformation, la construction d'ouvrages hydrauliques, d'assainissement, d'eau potable et la création ou l'aménagement de forêts, d'espaces pastoraux dans la région d'accueil de la JNP seront confirmés. Cette année, en marge des ateliers sectoriels sur le thème, le programme prévoit le lancement officiel du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans la région. Les avocats de 5 professeurs agrégés titulaires au CAMES sur qui pèsent des soupçons de manquement de leurs devoirs éthiques et ayant refusé de comparaître devant la session de la commission d'éthique et de déontologie se sont fait entendre ce 19 avril à Ouagadougou. C'était au cours d'une rencontre avec des journalistes. Les mises en cause dénoncent à leur tour une violation des textes et des éléments basiques du droit dans la procédure. Zoubaviel David Dabiré. 5 enseignants d'université de la sous-région sont convoqués devant le conseil de discipline du CAMES en ce mois d'avril. Selon le dossier d'accusation, l'organisation leur reproche un manquement aux règles d'éthique qui la gouvernent. À cette conférence de presse, les avocats des mises en cause reviennent sur l'origine des faits et dénoncent la procédure à l'encontre de leurs clients. Tous des professeurs de rang agrégé, professeurs agrégés des facultés, pour les entendre au sujet d'allégations de manquement à leurs devoirs éthiques portés contre eux par des collègues qui sont de rang inférieur. Ça, c'est une raison particulière et un des aspects de ce dossier. Ces collègues leur reprochent de les avoir empêchés d'accéder au statut d'agrégation ou d'agrégé. L'ensemble des professeurs mis en cause dans ces affaires-là ont dit, à partir du moment où nous n'avons pas les dossiers, à partir du moment où on nous empêche d'entendre ce que nos plaignants disent devant vous, à partir du moment où nous ne pouvons pas entendre ce que les témoins disent contre nous, nous ne pouvons pas vous aider à nous sanctionner. Et pour ces auxiliaires de justice, les méthodes des premiers responsables du CAMES sont aux antipodes du code d'éthique de l'organisation et frisent même le règlement de compte. On ne peut pas éviter de se demander, pas si le CAMES est crédible, le CAMES est crédible heureusement, mais si les responsables de cette procédure-là n'utilisent pas les institutions du CAMES. Peut-être que si ces professeurs-là sont suspendus,
eh bien ceux qui se plaignent avanceront. Peut-être. Mais l'enseignement supérieur africain ne peut pas se satisfaire d'une telle comédie. Maître Guy Hervé Kam et ses confrères espèrent une régularisation de la procédure en vue de faire comparaître les 5 enseignants d'université, faute de quoi l'action pourrait se terminer devant des tribunaux. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le professeur Stanislas Soaro, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier technique de la 7e mission conjointe du suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base ce vendredi à Ouagadougou. Une rencontre qui a permis d'examiner les grands axes de l'éducation que sont l'accès, la qualité, le pilotage et le financement du secteur de l'éducation. Ils ont à cet effet produit des recommandations pour l'atteinte des résultats plus probants. Des détails avec Ini Janine Kambiré. Il s'est agi au cours des travaux de la mission conjointe des partenaires du MENA d'examiner l'état de mise en œuvre des activités du plan de développement stratégique de l'éducation de base et des recommandations issues du dialogue précédent. La mission conjointe qui s'est réunie durant 4 jours juge les performances de 2018 satisfaisantes. Il faut aussi analyser tous ces résultats-là dans le contexte dans lequel le Burkina Faso est. Donc il y a 2 défis énormes. Le premier, c'est le défi sécuritaire et le deuxième, c'est la fronde sociale. Analysant donc ces performances dans ces contextes, on pense que quand même il y a de bons efforts qui sont faits, mais il faut continuer à mettre en œuvre donc les recommandations, nouvelles recommandations qui ont été formulées. Mais ce qui est important aussi pour cette mission, c'est que dans 2 ans, donc, le programme prend fin. Et il faut déjà commencer à réfléchir, à anticiper pour préparer un nouveau programme. Un programme qui devrait tenir compte des différents pans du système éducatif, c'est-à-dire du préscolaire au secondaire. Et déjà pour 2018, le ministre Ouaro note l'atteinte de la parité à certains niveaux. On avait atteint depuis quelques années la parité grâce à ces efforts-là, la parité au primaire. Et cette année, nous avons atteint la parité au post-primaire. Ça veut dire que les efforts qui ont été faits au niveau du primaire ont un impact sur le post-primaire. Les efforts vont se poursuivre pour que, dans un avenir proche, nous puissions atteindre la parité au secondaire, là où vraiment la situation se dégrade liée au fait que les filles qui arrivent en général au secondaire ont un certain âge, donc c'est l'âge de la puberté. À l'issue de cette mission, il est prévu une aide-mémoire qui est un document qui permettra de suivre la mise en œuvre des actions et sa rédaction interviendra dès lundi. Ce document, une fois consensuel, sera signé entre l'État et les partenaires techniques et financiers le 9 mai prochain. Et puis la joie et la fierté des populations des Zamsine dans le centre-ouest. Nous sommes dans la commune de Sabou et ce vendredi, la raison de cette joie, c'est l'inauguration de l'école primaire de Zamsine. C'est un bâtiment de 3 classes alimenté avec de l'énergie solaire en remplacement désormais des classes sous paillote. Maïmouna Traoré. Il y a seulement 6 mois de cela, les élèves et enseignants. Cette moto fera place. Il y a seulement 6 mois de cela, les élèves et enseignants de l'école de Zamsine étaient loin de s'imaginer que leurs conditions d'apprentissage et de travail allaient s'améliorer en si peu de temps. C'est sous ces paillotes, 3 au total, que certains élèves prenaient les cours. Bien avant l'arrivée du ministre et de l'ambassadeur, ils nous ont promis de construire ce bâtiment. Nous travaillions dans des conditions un peu difficiles. Nous avions 3 classes sous paillotes et avec 140 élèves, à la merci du vent, du soleil, des reptiles. Le 13 novembre 2018, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui y était pour une visite, prend l'engagement de travailler à l'amélioration de leurs conditions de travail. Et en 3 mois, les paillotes sont remplacées par un bâtiment en matériaux définitifs composé de 3 salles de classe, un bureau et un magasin. Le projet a permis de réaliser aussi des latrines et un forage. L'éducation primaire et aussi le problème de la classe salle de sous-paillote. C'est toujours une préoccupation tenue toujours à cœur du gouvernement burkinabé et aussi du président du Faso lui-même. C'est pour ça qu'on a bien mis la construction des écoles standardisées
toujours parmi les priorités de notre coopération. D'ici début juin, nous allons lancer donc, le grand projet pour cette année qui consiste à construire, en plus de ces 2 écoles à 3 classes pour éliminer les paillotes, 100 écoles donc, dans le pays qui vont être construites en 2019 avec un accord de don donc, de la République populaire de Chine de plus de 5 milliards de francs CFA pour que nous puissions donc en 2019 là, bénéficier de 102 écoles construites, donc on va dire 306 salles de classe avec donc 102 forages, des latrines. De bonnes perspectives donc pour le gouvernement burkinabé qui s'est engagé à résorber les 4353 salles de classe sous paillote répertoriées en 2015 et d'augmenter significativement l'offre éducative. Et puis la société immobilière Abdou Service International a offert ce samedi une ambulance médicalisée, 20 lits d'hospitalisation et 8 tonnes de vivres à l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une offre qui va améliorer à coup sûr les services de santé dans la localité. Oumou Sissé. Cette moto fera place désormais à cette ambulance pour l'évacuation des malades du CSPS de Cambouensé dans le district sanitaire de Signonguin. Entièrement équipée, cette ambulance est un cadeau offert par Abdoul Traogo. Par ce geste, ce promoteur immobilier veut offrir aux populations de l'arrondissement 9 de Ouagadougou les conditions d'une meilleure prise en charge sanitaire. Ce que nous sommes en train de faire, les heures sociales, va partie de notre communication. Si vous vous rappelez très bien, l'année passée, c'était à l'arrondissement 7. Et nous avons décidé chaque année que Dieu vraiment met la main sur nous. Nous allons mettre la main sur la population. Et comme bonus, le donateur du jour met à la disposition de tout le district sanitaire de Signonguin 20 litres d'hôpitaux et 8 tonnes de riz. Des dons qui, selon les bénéficiaires, permettront de soulager un tant soit peu les besoins du district. Des fois, c'est des tricycles qu'on évacue les malades à partir de Cambouensé pour rejoindre le Sémapol 6. Donc, vous voyez que cette ambulance est à point nommé et ça va soulager les malades. L'ambulance va être mise au niveau du CSPS de Cambouensé, mais il faut dire que ça va servir à toute la commune et tout le district sanitaire qui va jusqu'à Pabré et en plus de la ville, notamment les CSPS de l'arrondissement 9 également. Il faut dire que les lits vont être repartis dans l'ensemble des formations sanitaires. Par ailleurs, les premiers responsables du district ont profité de l'occasion pour soumettre aux donateurs une doléance relative à la construction des clôtures de 2 centres de santé, chose que le PDG de Abdoul Service International promet réaliser. Et puis pour la seconde fois, le cheikh Abdoul Aziz Soré fait le plein du stade du 4 août à Ouagadougou. C'est la nuit du grand prêche du guide spirituel. Des prières sont faites pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité au Burkina Faso. Des bénédictions aussi sont faites aux fidèles pour les satisfactions de leurs vœux. Le point avec Draman Guéné. Gradin comble au stade du 4 août. 35 000 places assises, une enceinte débordée. La pelouse est mise à contribution, même l'extérieur. Tous sont venus écouter la bonne nouvelle prêchée par le guide spirituel Cheikh Abdoul Aziz Soré. 23h30, le prédicateur fait son entrée. Plusieurs témoignages, le grand prêche démarre. Le cheikh s'attaque au comportement malsain des hommes. L'instabilité du monde d'aujourd'hui ne surprend personne. C'est pourquoi j'ai fait venir mes croyants des 4 coins du monde ici à Ouagadougou pour prier et conseiller les fidèles. Conseiller sur le droit chemin, sur ce que l'être humain doit poser comme acte pour être en phase avec Dieu. Actualité oblige, au cours de cette prière, Allah est appelé au secours du Burkina et de la sous-région. Beaucoup de prières sont faites pour conjurer le mal. Nous avons aussi prié pour la cohésion sociale,
la paix et la sécurité au Burkina. Que Dieu éloigne l'esprit du mal du Burkina et de la sous-région. Des bénédictions aussi et surtout pour la satisfaction des vœux des fidèles. Chacun muni d'une bouteille d'eau formule ses vœux et après invocation, l'eau ainsi bénite devient remède, foi des fidèles. Et puis un chemin de croix un peu spécial ce vendredi saint à Paris. Une procession a été organisée autour de Notre-Dame derrière la cathédrale fermée depuis le 15 avril dernier, date de l'incendie du pont Saint-Louis au pont de la Tourelle. Exceptionnellement, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, y a participé. Plusieurs centaines de personnes, fidèles catholiques et curieux, ont également pris part à ce chemin de croix. Regardez. Un chemin de croix un peu spécial en ce vendredi saint à Paris. Une procession a été organisée autour de Notre-Dame, derrière la cathédrale, fermée depuis l'incendie du 15 avril. Exceptionnellement, l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, y a participé. Plusieurs centaines de personnes, fidèles catholiques et curieux, ont suivi ce chemin de croix qui relate la passion et la crucifixion de Jésus. La cathédrale Notre-Dame devrait aussi être sujet de toutes les attentions ce samedi, avec la nouvelle mobilisation attendue des Gilets jaunes, dont beaucoup s'indignent alors qu'ils luttent pour leur pouvoir d'achat, des sommes astronomiques promises par des grandes fortunes pour la reconstruction de l'église. Mais face aux casseurs, le gouvernement français promet de ne pas se laisser faire. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter les débordements, pour stopper les violences et arrêter les casseurs. Les consignes que nous avons passées aux forces de l'ordre sont claires. Réactivité, mobilité, dispersion systématique des attroupements, interpellation des individus violents. L'île de la Cité, où se trouve la cathédrale, sera entièrement interdite à la manifestation, de même que le périmètre des Champs-Élysées et du palais de l'Élysée. Quant au projet de rassemblement de Gilets jaunes aux abords même de Notre-Dame, cela relève de la pure provocation, estime la préfecture de police. Et puis, il aura été un des journalistes présentateurs qui nous a personnellement inspiré à embrasser la carrière de journaliste depuis des années sur les antennes de Radio Burkina, aux caméras de la télévision du Burkina. Godefroy Bazier aura été un des journalistes talentueux de sa génération. Après 35 ans de bons et loyaux services, Godo, comme nous l'appelons affectueusement ici à la télévision du Burkina, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La rédaction de la télévision du Burkina lui a rendu un vibrant hommage ce midi à l'issue de son dernier journal. Regardez plutôt. Voilà, Godefroy Bazier, bonjour. Oui, bonjour Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors je m'excuse de faire irruption dans ton journal. Je suis là. Annoncer mon licenciement, c'est ça? Pas du tout. Je suis là pour rendre surtout hommage à une icône de l'audiovisuel burkinabé, un des visages les plus connus du paysage médiatique burkinabé ces 20 dernières années. Un homme de radio, un homme de télé que vous connaissez certainement, mesdames et messieurs, car il est dans votre salon, sur votre petit écran, toutes les semaines depuis de longues années. Un homme, une voix, mais aussi une plume que nous vous invitons à découvrir dans cet élément. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. L'Assemblée nationale a donné son feu vert pour le relèvement de l'âge de la retraite des agents du privé et du parapublic qui court désormais de 56 à 63 ans. Godefroy, en fait, pour moi, c'est plus que le journaliste que les gens ont l'habitude de voir, je veux dire, ordinaire. Godefroy, il est pour moi une institution, hein. C'est une institution et j'ai commencé pratiquement avec lui et je ne le lui ai jamais dit, mais il m'a appris beaucoup de choses. Sur le plan professionnel, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. À la radio, la présentation, il était parmi les meilleurs présentateurs du journal. Et quand il est venu à la télé aussi, vous voyez qu'il a une très bonne plume.
ça fait que un niveau d'instruction assez élevé qui fait que ces papiers sont assez soutenus. Le travail forcé ou obligatoire existe-t-il toujours au Burkina à l'heure du portable et d'Internet? Pour Simon Compaoré, la catastrophe aurait pu être évitée si les commerçants avaient respecté les consignes. Sauf retard ou accident, un Chinois voyagera demain dans l'espace. Une affiche qui ressemble fort à une rencontre du Calcio Juventus Milan, finale de rêve de la Ligue européenne des champions ce soir à Manchester à 18h45. Un bon présentateur, un bon reporter, surtout un excellent reporter. Mais sur le plateau, pendant le journal, c'est un excellent intervieweur. J'ai entendu quelque part que vous avez fait également la courte échelle aux ex-travailleurs de la compagnie multinationale Air Afrique, la défunte compagnie. Oui. Comment ça s'est passé? Nous regrettons tous l'absence de cette compagnie-là. Pour moi, il y a des périodes Godefroy basées au niveau, n'est-ce pas, de la RTB. Je souhaite qu'il ait quelque chose d'autre à faire pour maintenir sa forme. Quand vous le voyez, vous voyez qu'il a toujours l'aspect jeune. Moi, je ne l'appelle pas Godefroy, je l'appelle Godchou. Godchou. Sois heureux, un journaliste ne part jamais à la retraite. C'est une autre carrière qui commence. Godchou, MM. Voilà, nous venons de faire le tour de l'actualité. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est un hommage plus que mérité pour un homme qui, après plus de 35 ans de service, prend aujourd'hui donc sa retraite. Reporter, vous l'avez entendu, présentateur, mais aussi chargé de communication. Tous ceux qui l'ont côtoyé tout au long de ces 3 dernières décennies ont chacun une anecdote à raconter. Godefroy Bazier, ton talent, ta spontanéité à l'antenne, mais aussi ta capacité à te sortir des situations les plus inconfortables en direct à l'antenne font de toi une école pour les plus jeunes. C'est une grande figure de la RTB qui raccroche aujourd'hui, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Voilà, mais comme l'a dit Yacouba Traoré dans le sujet, un journaliste ne va jamais à la retraite, encore moins quand il est si talentueux. Godefroy Bazier, c'est inédit. Un journaliste qui reste à l'antenne jusqu'à la retraite. Alors, quelle est la réaction, Godefroy? Oui, je suis peut-être dans le livre Guinness des records. Je dis que c'est quand même assez de flatterie pour moi. Moi, je trouve que j'ai tout simplement fait mon devoir. J'ai aimé ce métier, je l'ai fait avec passion. Je ne me suis jamais reposé. J'ai toujours essayé d'apprendre, de communiquer mes connaissances à mes jeunes frères qui arrivaient après moi. J'ai appris des anciens. Et Yacouba est arrivé à la radio-télévision du Burkina avant moi. Moi, je suis arrivé quelques 10 mois plus tard. Mais c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup enseigné, qui m'a beaucoup appris et qui a aimé partager ses connaissances. Je le remercie beaucoup pour ses mots chaleureux à mon endroit. Et MM, ça veut dire le mot malien. Demandez à Yacouba, il vous dira ce que ça veut dire. Et merci à tous mes confrères qui sont là. Merci à vous qui avez été à mes côtés pendant toutes ces années. Voilà, c'est du tout Godefroy, toujours spontané. Voilà que tout le monde est là pour te rendre hommage. Voilà, standing ovation pour Godefroy Bazier. Voilà un très grand journaliste, un très bon d'ailleurs. Une autre vie commence pour toi, cher aîné. En 35 ans, tu auras été la pierre par laquelle on passe pour construire, ne soit jamais la faille par laquelle on passera pour détruire. Bon vent à toi, Godot. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.